Chapitre 12. Je crois que, du point de vue physique, mes parents étaient de très bons spécimens. Mon père, avec son front haut, ses cheveux gris et sa moustache courte, avait un air de distinction et l'aspect si peu juif qu'un jour, dans un train, un SA l'invita à adhérer au parti nazi. Et moi-même, son fils, je ne pouvais m'empêcher de voir que ma mère, qui n'a jamais été très coquette, était belle. Je n'ai jamais oublié le jour, j'avais alors 6 ou 7 ans, où elle entra dans ma chambre m'embrasser et me dire bonsoir. Elle était habillée pour un bal et je la regardais fixement comme si elle lui était une étrangère. Je m'accrochai à son bras, refusant de la laisser partir, et me mis à pleurer, ce qui la bouleversa. Eût-elle pu alors se rendre compte que je n'étais ni malheureux ni malade, mais que, dans mon émotion, je venais de la voir objectivement, pour la première fois de ma vie, comme une créature séduisante, avec une personnalité bien à elle. Lorsque Conrad entra, je le conduisis vers l'escalier avec l'intention de l'emmener directement dans ma chambre, sans le présenter d'abord à ma mère. Je ne savais alors précisément pourquoi j'agissais ainsi, mais il m'est plus facile aujourd'hui de me rendre compte que j'essayais de l'introduire furtivement. J'avais en quelque sorte l'impression qu'il m'appartenait et à moi seul, et que je ne voulais le partager avec personne. Et probablement, j'en rougis encore, j'avais le sentiment que mes parents n'étaient pas assez reluisants pour lui. Je n'avais jamais eu honte d'eux. En réalité, j'en avais toujours été plutôt fière, et j'étais maintenant horrifiée de découvrir qu'à cause de Conrad, je me comportais comme un sale petit snob. Pendant une seconde, je le détestais presque, parce que je prenais conscience qu'il en était le responsable. C'était sa présence qui me faisait éprouver ce sentiment, et si je méprisais mes parents, je me méprisais encore plus. Mais comme j'atteignais l'escalier, ma mère, qui devait avoir entendu mon pas, m'appela. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il me fallut le présenter. Je l'emmenai dans notre salle de séjour, ornée d'un tapis de Perse avec ses meubles de chêne massif, ses assiettes bleues en porcelaine de Messin et ses verres à vin rouge et bleu à longues tiges disposés sur un dressoir. Ma mère était assise dans le jardin d'hiver, sous un gommier, en train de repriser des chaussettes, et elle ne parut pas surprise le moins du monde de nous voir, mon amie et moi. Lorsque je dis « Mère, voici Conrad von Hohenfels », elle leva un instant les yeux, sourit et il baisa la main qu'elle lui tendait. Elle lui posa quelques questions, principalement sur le lycée, sur ses projets d'avenir, sur l'université qu'il avait l'intention de fréquenter, et lui dit qu'elle était ravie de le voir chez nous. Elle se comporta exactement comme je l'eusse souhaité, et je vis tout de suite que Conrad était enchanté d'elle. Plus tard, je l'emmenai dans ma chambre et lui montrai tous mes trésors, mes livres, mes pièces de monnaie, la fibule romaine et la tuile romaine portant l'inscription Leg 11. Tout à coup, j'entendis le pas de mon père et il entra dans ma chambre, chose qu'il n'avait jamais faite depuis des mois. Avant que je n'eusse le temps de les présenter, mon père fit claquer ses talons et se tint tout raide, presque au garde-à-vous, allongea le bras droit et dit « Gestatten Dr. Schwartz ». Conrad serra la main de mon père, s'inclina légèrement, mais ne dit mot. « Je suis très honoré, Herr Graf, dit mon père, de recevoir sous mon toit le descendant d'une si illustre famille. Je n'ai jamais eu le plaisir de faire la connaissance de votre père, mais j'ai connu nombre de ses amis, en particulier le baron von Klumpf, qui commandait le 2e escadron du 1er régiment de Uhlans, Ritter von Trompeda, qui servait dans les hussards, et Putzi von Grimmelshausen, connu sous le nom de Bautz. Votre père vous a sûrement parlé de Bautz, un ami intime du Kronprinz. Un jour, me raconta Bautz, son Altesse impériale, dont le quartier général était alors à Charleroi, l'appela et lui dit « Bautz, mon cher ami, j'ai un grand service à vous demander. Vous savez que Gretel, mon chimpanzé femelle, est encore vierge et a terriblement besoin d'un mari. Je voudrais arranger un mariage où j'inviterai mon état-major. Prenez votre voiture, faites le tour de l'Allemagne et trouvez-moi un beau mâle bien portant. » Bautz fit claquer ses talons, se mit au garde-à-vous, salua et dit « Jawohl, votre Altesse ». Il sortit, sauta dans la Daimler du Kronprinz et alla de zoo en zoo. Il revint une quinzaine plus tard avec un énorme chimpanzé nommé Georges V. Il y eut des noces fabuleuses, tout le monde se saoula au champagne et Bautz reçut la Ritterkrux avec feuilles de chêne.
Il y a une autre histoire que je dois vous raconter. Un jour, Bautz s'était assis à côté d'un certain Hauptmann Brandt, qui dans le civil était agent d'assurance, mais essayait toujours de se montrer plus royaliste que le roi, quand tout à coup, et mon père continua ainsi jusqu'à ce qu'il se rappelât enfin que des clients l'attendaient dans son cabinet de consultation. Il fit une fois de plus claquer ses talons. « J'espère, Herr Graf, dit-il, qu'à l'avenir cette maison sera votre second foyer. Veuillez présenter mes compliments à Herr votre père. » Et, rayonnant de plaisir et de fierté, me faisant un signe de tête pour me montrer combien il était content de moi, il quitta ma chambre. Je m'assis, scandalisé, horrifié, misérable. Pourquoi avait-il agi ainsi? Je ne l'avais jamais vu se conduire d'aussi indigne façon. Je ne l'avais jamais entendu parler de Trompeda et de l'exécrable Bautz. Et l'affreuse histoire de chimpanzé, avait-il inventé cela pour impressionner Conrad, tout comme j'avais essayé, mais de façon plus subtile, de l'impressionner? Était-il comme moi victime du mythe Hohenfels? Et comme il avait fait claquer ses talons, pour le bénéfice d'un écolier? Pour la seconde fois, en moins d'une heure, je haïssais presque mon ami qui, innocemment, par sa seule présence, avait transformé mon père en une caricature de lui-même. J'avais toujours respecté mon père. Il me semblait avoir beaucoup de qualités qui me manquaient, telles que le courage et la clarté d'esprit. Il se faisait facilement des amis et accomplissait sa tâche scrupuleusement et sans se ménager. Il était, il est vrai, réservé avec moi et ne savait comment me témoigner son affection, mais je savais qu'elle existait, et même qu'il était fier de moi. Et voici qu'il avait détruit cette image et que j'avais des raisons d'être honteux de lui. Comme il avait paru ridicule, pompeux, servile. Lui, cet homme que Conrad eût dû respecter. Cette image de lui, faisant claquer ses talons, saluant Gestatten Herr Graf, cette horrible scène éclipserait à jamais le père héros du passé. Il ne serait plus jamais pour moi le même homme. Jamais plus je ne serais capable de le regarder dans les yeux sans me sentir honteux et peiné, et honteux de ma honte. Je tremblais violemment et pouvais à peine retenir mes larmes. Je n'avais qu'un seul désir, ne plus jamais revoir Conrad. Mais lui, qui devait avoir compris ce qui se passait en moi, paraissait occupé à regarder mes livres. S'il ne l'avait fait, si, à ce moment, il m'avait parlé, si, pis encore, il avait tenté de me consoler, de me toucher, je l'aurais frappé. Il avait insulté mon père et m'avait exposé comme un snob qui méritait cette humiliation. Mais il fit instinctivement ce qu'il fallait faire. Il me donna le temps de me reprendre et lorsque, au bout de 5 minutes, il se retourna et me sourit, je pus lui rendre son sourire à travers mes larmes. Il revint 2 jours plus tard. Sans qu'on l'en priât, il accrocha son manteau dans le vestibule et, comme s'il l'avait fait toute sa vie, alla tout droit dans la salle de séjour à la recherche de ma mère. Elle l'accueillit de la même façon, cordiale et rassurante, levant à peine les yeux de son travail, exactement comme la première fois, et comme s'il n'était qu'un autre fils. Elle nous donna du café et des Streuselkuchen, et dès lors, il se présenta régulièrement 3 ou 4 fois par semaine. Il était détendu et heureux d'être avec nous, et seule la crainte que mon père ne nous racontât d'autres histoires de Bautz gâtait mon plaisir. Mais mon père aussi était plus détendu. Il s'habitua de plus en plus à la présence de Conrad et abandonna finalement le Herr Graf pour l'appeler par son prénom. Chapitre 13. Puisque Conrad était venu chez moi, je m'attendais à ce qu'il me demandât d'aller chez lui. Mais les jours et les semaines paraissaient sans invitation. Nous nous arrêtions toujours devant la grille surmontée de 2 griffons, portant l'écusson des Hohenfels, jusqu'à ce qu'il me dît au revoir. Il ouvrait dans la lourde porte pour remonter l'allée bordée d'odorants laurier rose qui menait au portique et à l'entrée principale. Il frappait légèrement à la massive porte noire qui glissait silencieusement sur ses gonds et Conrad disparaissait comme pour toujours. De temps à autre, j'attendais 1 minute ou 2, regardant fixement à travers les barreaux de fer, espérant que, par miracle, la porte s'ouvrirait de nouveau et qu'il réapparaîtrait pour me faire signe d'entrer. Mais cela n'arrivait jamais, et la porte était aussi menaçante que les 2 griffons qui, cruels et impitoyables, abaissaient sur moi leurs regards, leurs griffes aiguës et leurs longues délités en forme de faucilles prêtes à m'arracher le cœur. Chaque jour, je subissais la même torture de la séparation et de l'exclusion. Chaque jour, cette demeure qui détenait la clé de notre amitié croissait en importance et en mystère. Mon imagination l'emplissait de trésors. Bannière d'ennemis défaits
épée de croisée, armure, lampe ayant jadis brûlé à Ispahan et à Téhéran, brocart de Samarcande et de Byzance, mais les barrières qui me séparaient de Conrad semblaient dressées à jamais. Je ne pouvais le comprendre. Il était impossible que lui, si soucieux de ne pas faire de peine, si prévenant, toujours prêt à faire la part de mon impétuosité, de mon agressivité, quand il n'était pas d'accord avec ma Weltanschauung, eût oublié de m'inviter. C'est ainsi que, trop fier pour l'interroger là-dessus, je devenais de plus en plus tourmenté, soupçonneux et obsédé par le désir de pénétrer dans la forteresse des Hohenfels. Un jour, comme je m'en allais, il se retourna de façon inattendue. « Entre donc, tu n'as pas vu ma chambre » dit-il. Avant qu'il me fût possible de répondre, il poussa la grille de fer. Les deux griffons reculèrent, encore menaçants, mais pour le moment impuissants, et battant en vain de leurs ailes de prédateurs. J'étais terrifié, pris ainsi à l'improviste. L'accomplissement de mes rêves se produisait si soudainement que, pour un instant, j'eus envie de fuir. Comment pourrais-je me tenir devant ses parents avec mes souliers non cirés et un col d'une propreté douteuse? Comment pourrais-je affronter sa mère que j'avais vue un jour de loin, silhouette noire se détachant sur les magnolias roses? Elle n'avait pas la peau blanche, comme celle de ma mère, mais un teint olivâtre, des yeux en amande, et de la main droite, elle faisait tourner une ombrelle blanche comme un soleil. Mais je ne pouvais maintenant que le suivre en tremblant, exactement comme j'avais vu la chose arriver auparavant, et en réalité, et dans mes rêves, il leva la main droite et frappa doucement à la porte qui, obéissant à son ordre, s'ouvrit sans bruit pour nous laisser entrer. Pendant un certain temps, nous parûmes nous trouver dans une obscurité complète. Puis, mes yeux s'y accoutumant peu à peu, je distinguai un vaste hall d'entrée dont les murs étaient couverts de trophées de chasse, d'énormes andouillés, la tête d'un bison d'Europe, les défenses blanc-ivoire d'un éléphant dont un pied, monté sur argent, servait de porte-parapluie. Je me débarrassai de mon manteau et laissai mon cartable sur une chaise. Un domestique entra et s'inclina devant Conrad. « Der Café ist serviert, Herr Graf » dit-il. Conrad fit un signe de tête et me montrant le chemin monta l'escalier de chêne foncé jusqu'au premier étage, où j'entrevis des portes closes et des murs aux lambris de chêne ornés de tableaux. Une chasse à l'ours, un combat de cerfs, un portrait du feu roi et une vue d'un château qui avait l'air d'un mélange de château Hohenzollern et Neuschwanstein. De là, nous gagnâmes le deuxième étage et longeâmes un couloir où il y avait d'autres peintures. Luther devant Charles Quint, les croisés entrant à Jérusalem, et Barberousse endormi dans la montagne de Kyffhäuser, avec sa barbe poussant à travers une table de marbre. Par une porte ouverte, j'entrevis une chambre à coucher qui devait être celle d'une femme, avec une coiffeuse couverte de petits flacons de parfum et de brosses à monture d'écailles serties d'argent. Il y avait des photographies dans des cadres d'argent, surtout des officiers, et l'une d'elles ressemblait presque à Adolf Hitler, ce qui me stupéfia. Mais je n'avais pas le temps de l'examiner plus avant, et de toute façon, j'étais sûre de me tromper. Qu'eût fait une photographie de Hitler dans la chambre d'une Hohenfels? Conrad s'arrêta enfin, et nous entrâmes dans sa chambre, assez semblable à la mienne, mais plus grande, et d'où la vue était belle. Elle donnait sur un jardin bien entretenu, avec une fontaine, un petit temple dorique et la statue d'une déesse recouverte de lichen jaune. Mais Conrad ne me laissa pas le loisir de contempler le paysage. Il se précipita vers un placard, et avec un empressement qui me montrait à quel point il avait attendu cette occasion, ses yeux brillant dans l'attente de mon envie et de mon émerveillement, il déploya ses trésors. De leur couche d'ouate, il tira ses pièces grecques, un Pégase de Corinthe, un Minotaure de Knossos, des pièces de Lampsaque, d'Agrigente, de Ségeste et de Sélimnonte. Mais ce n'était pas tout. D'autres trésors suivirent, plus précieux qu'aucun des miens. Une déesse de Géla, en Sicile, un petit flacon de Chypre, de la couleur et de la forme d'une orange, orné de dessins géométriques, un tanagra qui représentait une jeune fille vêtue d'un chiton et coiffée d'un chapeau de paille, une coupe de verre syrienne, irisée comme une opale et prismatique comme une pierre de lune,
un vase romain d'une laiteuse couleur de jade vert pâle et une statuette d'Hercule en bronze. Il était touchant de voir sa joie à pouvoir me montrer sa collection et à observer mon étonnement et mon admiration. Le temps passa avec une incroyable rapidité, et quand, 2 heures plus tard, je le quittai, non seulement ne regrettai-je pas de n'avoir pas vu ses parents, mais il ne me vint même pas à l'idée qu'ils eussent pu être absents. Chapitre 14. Près de 15 jours plus tard, il m'invita de nouveau. Ce fut la même agréable routine. Bavardage, examen des collections, comparaison, admiration. De nouveau, ses parents semblaient être absents, ce qui ne m'importait guère car je redoutais un peu de les rencontrer, mais lorsque cela se reproduisit une 4e fois, je commençai à soupçonner que ce n'était pas une coïncidence et à craindre qu'il ne m'invitât que lorsque ses parents n'étaient pas là. Bien que je me sentisse un peu offensée, je n'osais l'interroger là-dessus. Puis, je me rappelai un jour la photographie de l'homme qui ressemblait à Hitler, mais tout aussitôt, j'eus honte d'avoir pu soupçonner un seul instant les parents de mon ami d'avoir le moindre rapport avec un tel homme.